Beaucoup connaissent Steve Jobs pour son génie et son impact considérable sur l'univers de la technologie. Vous le savez probablement déjà si vous avez cliqué sur la vidéo, Steve Jobs est le fondateur d'Apple. Mais derrière le génie public se cache une histoire familiale très complexe et riche et qui a contribué énormément à l'homme qu'il est devenu. Donc dans cette vidéo, je vous propose d'explorer toute cette histoire-là qui se cache dans l'ombre du personnage public. Je vous propose de le faire à partir d'un outil que l'on utilise beaucoup en thérapie familiale d'orientation systémique, qui est l'outil du génogramme. Donc que vous soyez intéressé par la vie de ce personnage célèbre ou bien par l'outil du génogramme et que vous ayez envie de voir de quelle manière est-ce qu'on peut l'utiliser avec l'exemple d'un personnage célèbre, cette vidéo est faite pour vous. Je vous propose de rester jusqu'au bout puisque j'ai une annonce à vous faire à la fin. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Très rapidement, avant de commencer, si vous souhaitez aller voir la vidéo que j'ai faite sur le génogramme, puis revenir ensuite, vous pouvez le faire. Je vous mets un lien juste au-dessus, mais également dans la description de la vidéo. Sinon, pour faire simple, le génogramme, c'est une manière d'utiliser la carte familiale dans laquelle on va représenter les différentes interactions qu'il y a entre plusieurs personnes dans une même famille et ce, sur 3 générations. Il y a des symboles qui vont être utilisés, qui ont été élaborés initialement par Monica McGoldrick et ce sont les symboles que vous allez voir utilisés dans le génogramme que je vous présente tout de suite devant vos yeux. Alors, Steve Jobs, né le 24 février 1955. Une année charnière qui marque les débuts d'une nouvelle ère de l'informatique. Pour la petite anecdote, Bill Gates est né la même année. Steve Jobs est le fils d'Abdul Fattah, dit John, Jandali, un immigrant qui est issu d'une importante famille musulmane syrienne. Ses parents se sont rencontrés sur les bancs de l'université en sciences politiques dans le Wisconsin. Sa mère, John Schiebel, était originaire d'une famille d'agriculteurs allemands et suisses qui habitaient dans cette région des États-Unis. Donc les parents de Steve développent une relation, elle tombe enceinte, et puisque le père de cette dernière n'approuvait absolument pas la relation qu'elle avait avec Jandali, elle le mit en adoption à sa naissance. Steve Jobs a donc été adopté par un couple de Californiens constitué de Paul Jobs, dont la famille était également composée de fermiers allemands originaires du Wisconsin, et de Clara Agopian, d'origine arménienne. Donc on voit que même si leur statut social était différent, les parents adoptifs de Steve Jobs partageaient une culture d'origine commune avec ses parents biologiques. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que le père de Joanne, celui qui avait désapprouvé son union avec Jandali, est décédé quelques années plus tard, et donc le couple a pu officiellement donner naissance à un second enfant, une fille, Mona Simpson, qui est devenue par la suite une auteure renommée. Ils divorceront ensuite et Joanne se remettra avec un homme du nom de Simpson avec lequel elle se mariera. Si on revient maintenant du côté de la branche adoptive, le père de Steve, Paul Jobs, avait abandonné ses études secondaires, mais il était un excellent mécanicien. La mère adoptive, Clara Agopian, Jobs, était comptable et avait été mariée à un soldat tué pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui par ailleurs était une information secrète. Steve a donc été élevé avec sa jeune sœur Patricia, qui était également elle-même adoptée, dans un quartier populaire de Californie. Ce qui s'est passé, c'est que Paul et Clara ont dû promettre aux parents biologiques de Steve qu'ils veilleraient à ce que leur fils aille à l'université. Pour ça, ils ont économisé pendant des années, mais Jobs va finalement fréquenter l'université du Reed College dans l'Oregon que pendant un semestre. Il ne va assister à aucun cours, mais il va être autorisé, avec l'accord du président de l'établissement, à s'inscrire à une classe facultative de calligraphie, laquelle semble avoir eu une grande influence sur l'importance qu'il va accorder des décennies plus tard aux polices de caractère et à l'aspect des lettres affichées par les appareils Apple. Je vous passe tout le côté du développement professionnel qui est largement documenté dans plein d'autres vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube. Dans celle-ci, vous avez compris, on s'intéresse à ce qu'il se passe dans la vie privée. Steve va rencontrer au lycée Christiane Brennan, qui sera sa petite amie et avec laquelle il va avoir un premier enfant qu'il va renier dès sa naissance. Il va nier sa paternité. Et si on regarde
dans son génogramme, on se rend compte qu'il est intéressant de noter que Jobs et Christiane avaient tous deux 23 ans au moment où ils ont eu leur enfant, soit exactement l'âge qu'avait la mère de Jobs à sa naissance lorsqu'elle l'a elle-même confié en adoption. Quand on regarde déjà cette partie du génogramme, on se rend compte qu'il y a vraiment un aspect de répétition transgénérationnelle dans la manière dont les parents investissent leurs enfants. Et ça peut paraître incompréhensible de se dire, toute sa vie, Steve Jobs a souffert de l'adoption, du fait que ses parents finalement l'aient abandonné à sa naissance et l'aient confié à un couple de personnes pour l'adopter, et lui-même, lorsqu'il a été enfant, au même âge que ses propres parents biologiques, il a lui-même abandonné son enfant. Pendant très longtemps, il a même refusé de voir sa fille Lisa, et Christiane fut finalement contrainte de lui intenter un procès en paternité pour l'obliger à subvenir aux besoins de sa fille. Après ça, il lui a fallu des années pour accorder du temps à sa fille, et au moment où il a commencé à développer un lien avec elle, il lui a mis l'injonction du fait que pour développer un lien avec lui, elle devait rompre celui qu'elle avait avec sa propre mère. En gros, il lui a dit, c'est elle ou moi. On commence à voir apparaître toute la complexité de ce personnage qui était doté d'une énergie, d'un enthousiasme et d'un charisme phénoménal lorsqu'il s'agissait de ses propres projets créatifs, mais qui était capable d'un autre côté d'une froideur et de cruauté envers les autres, et ce, sans la moindre culpabilité. On retrouve ici un concept dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo, qui est celui de la légitimité destructive. C'est-à-dire de quelle façon, lorsque j'ai moi-même subi des choses dans mon enfance ou dans ma vie, je me sens légitime à infliger la même chose aux autres, mais en moindre proportion. C'est-à-dire qu'il y a comme ça un phénomène dans lequel je vais estimer que si je n'inflige pas la même sévérité de traitement que celle que j'ai pu recevoir moi, que si ce que je fais avec les autres, ce n'est pas aussi grave que ce que j'ai subi moi, finalement, ce que je fais est tout à fait adapté et je n'ai pas à culpabiliser de la situation. Pour donner un exemple, si j'ai été maltraité physiquement durant mon enfance, avec mes propres enfants, si je ne les violente pas physiquement, que je ne fais que les disqualifier ou être à la limite un petit peu agressif verbalement, je vais estimer qu'ils ont de la chance puisque je ne leur inflige pas le traitement que j'ai moi-même subi. Il y a cette forme de légitimité destructive qui se met en place, même si ça ne se formule pas exactement comme ça, de manière consciente dans l'esprit des gens, il y a comme ça une absence de culpabilité dans le comportement que je peux avoir auprès des autres si j'ai moi-même subi quelque chose de plus grave. Tout ça, bien évidemment, est une question de ressenti, puisque qui va estimer que c'est plus ou moins grave de mettre son enfant à l'adoption à la naissance ou de refuser la paternité? C'est bien complexe tout ça. Quoi qu'il en soit, c'est un phénomène humain et c'est bien de ça dont je veux vous parler dans cette vidéo. Jobs va rester toute sa vie très proche de son père adoptif avec lequel il va passer de nombreuses heures dans le garage à bricoler de l'électronique. Il pourra dire plus tard qu'il attribue en grande partie son perfectionnisme à ce père adoptif qui voulait, en citant l'anecdote, que l'arrière d'une étagère soit aussi propre que le devant. Quand on regarde également dans son enfance, on se rend compte qu'il avait finalement très peu de camarades de classe lorsqu'il était à l'école. Il était d'ailleurs victime de harcèlement au début de sa scolarité, c'était quelqu'un vraiment de très intelligent, mais qui avait un aspect arrogant et d'un abord difficile, tout en étant bien évidemment brillant et inventif par ailleurs. C'est comme si d'une manière ou d'une autre, il a gardé toute sa vie les stigmates de ce premier abandon et qu'il n'a eu de cesse ensuite de prouver à ses parents biologiques qu'ils avaient eu tort de l'abandonner à la naissance. Donc il y avait tout le temps ce dépassement de soi, ce génie créatif, en même temps que cette colère sourde qui pouvait exister en lui et qui lui faisait avoir, dans son rapport avec les autres, une attitude qui pouvait être très malmenante. Devenu adulte, il a entrepris de retrouver sa mère biologique et une fois que ça a été fait, c'est elle qui va lui révéler l'existence de sa sœur Mona, qu'il retrouva à son tour, et quand cette dernière va lui suggérer de partir à la recherche de leur père, il va refuser. Bien plus tard, elle-même, Mona, a fini par localiser le père, mais Steve Jobs expliqua qu'il avait décidé, sur la base d'informations qu'on lui avait fournies, de ne pas le rencontrer. Et pour l'anecdote, quelques années plus tôt, Steve et son père s'étaient croisés sans le savoir, parce que Jobs, par le plus grand des hasards, était allé manger dans son restaurant. À l'époque, ni l'un ni l'autre n'avaient conscience de leur lien de parenté, et Steve Jobs prit donc la ferme résolution de ne plus revoir son père. Il y a un article sur Jean Daly qui est paru dans le Daily Mail en Grande-Bretagne et qui révéla ceci. Dans les mois qui ont précédé la mort de Steve Jobs, Monsieur Jean Daly se sentait envahi par la culpabilité d'avoir abandonné son fils. Mais il admit qu'après tout ce temps, il était trop fier pour faire le premier pas
et planifier une rencontre. Monsieur Jandali a déclaré qu'il n'avait pas contacté Monsieur Job de peur qu'il ne pense, à tort, qu'il en voulait à son argent. On voit bien à travers cette citation comment est-ce que chacun des deux était pris dans ces enjeux de remords, de rancœur, de regrets, et que ça les a finalement empêchés de se rencontrer toute leur vie durant. On peut également voir la situation sous l'angle du conflit de loyauté, et comment est-ce que pour Jobs, le fait d'avoir développé ce lien aussi fort et puissant avec son père adoptif aurait été, quelque part dans son esprit, comme étant une forme de déloyauté s'il allait rencontrer ce père biologique et développer un lien avec lui. On voit d'ailleurs cette question de la loyauté de manière clivante très forte dans son histoire, quand il a notamment demandé à sa fille Lisa de couper les ponts avec sa mère si elle voulait avoir un lien avec lui. Il l'a placée elle-même dans un très grand conflit de loyauté. Lisa elle-même a écrit une autobiographie qui raconte sans détour, de manière clairvoyante et réfléchie, son enfance avec son père. Elle raconte notamment que pendant des années, elle n'a eu aucune relation avec son père et que ensuite elle a finalement pris cette décision de rompre avec sa mère pour pouvoir développer un lien avec lui. Pour reprendre ces termes, que je trouve d'ailleurs très forts, elle a écrit « J'allais quitter ma mère après lui avoir volé sa jeunesse et son énergie, avoir provoqué son état d'anxiété perpétuelle, sans soutien ni ressources, et maintenant que j'avais de bons résultats scolaires et que j'étais apprécié de mes professeurs, je la rejetais, elle, et le choisissais lui qui était parti. Je choisissais la belle maison alors que c'était elle qui m'avait lu des histoires dont la morale recommandait de ne pas être dupe des apparences. Et plusieurs années après, elle reprit contact avec sa mère et eut des expériences beaucoup plus difficiles avec son père. Pour donner un exemple de son attitude, Steve Jobs cessa de la soutenir durant ses études universitaires, tout en exigeant sa loyauté indéfectible quand il avait besoin d'elle. En 1990, Steve Jobs rencontra sa future épouse Lauren Powell, étudiante en MBA à Stanford, ce qui semble avoir eu une influence extrêmement bénéfique sur lui. Ce couple a notamment eu 3 enfants, Reed Jobs, Erin Jobs et Eve Jobs. Si on zoome un peu dans le génogramme, vous voyez, sont représentées toutes les relations complexes entre les différentes personnes de la famille avec des symboles graphiques. On voit très bien de quelle manière, même avec le lien de filiation, il y avait des ruptures relationnelles qui faisaient que, de manière transgénérationnelle, à travers les différentes générations, on peut voir comment une histoire d'abandon a pu se répéter, une histoire de rupture relationnelle dans le lien filial. Le génogramme est un outil très puissant pour comprendre des phénomènes relationnels à travers une histoire familiale au sens large et notamment dans ses aspects transgénérationnels. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, qu'est-ce que vous voyez-vous dans ce génogramme qui est celui de Steve Jobs? Si vous voulez aller plus loin dans la découverte du génogramme, je vous conseille un ouvrage qui a été traduit en français par Christophe Brett, qui est l'ouvrage en fait de Monica McGoldrick, qui est la pionnière dans la question du génogramme et des symboles graphiques. Il s'agit de cet ouvrage, le génogramme, principes et applications cliniques. C'est dans celui-ci notamment que je vous ai pris l'exemple de Steve Jobs pour cette vidéo. Et si vous voulez aller encore plus loin dans la découverte de cet outil, il y a un magnifique colloque qui est organisé à Mont-de-Marsan le 15 novembre 2024. Je serai présent lors de l'événement pour notamment y assister, le filmer et le diffuser en ligne. Vous pouvez vous inscrire, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo, soit pour être présent sur place et avoir la possibilité de se rencontrer, soit pour y assister en distanciel. Il y aura notamment Angélique Bernadicou, Christophe Brett, qui a écrit le livre dont je vous parle, mais également Yvidor, que vous avez déjà rencontré sur la chaîne et que vous connaissez désormais très bien, et qui a elle aussi écrit un livre qui s'appelle Les génogrammes d'aujourd'hui, la clinique systémique en mouvement, avec Maria Borxa. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé ce format intéressant. Si jamais ça vous plaît, on pourrait présenter dans de futures vidéos les génogrammes d'autres personnalités connues. Donc comme c'est la première fois que je le fais sur la chaîne, n'hésitez pas à me faire un retour, à me dire si c'est un format qui sera amené à devenir récurrent ou si ça sera juste un one-shot. En tout cas, en attendant avec impatience de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui s'intéresse à la psychologie et plus particulièrement à l'approche systémique, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous.